Si la fin de l'univers est un redémarrage, alors, dans 120 000 milliards d'années, nous pourrions peut-être nous revoir. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une nécessité mathématique révélée par le théorème de récurrence de Poincaré. Depuis l'enfance, nous savons qu'un verre brisé ne saute pas tout seul pour retourner sur la table, qu'un café mélangé au lait ne se sépare pas spontanément, que le temps ne peut pas remonter en arrière. Ce n'est qu'en grandissant que nous comprenons qu'il s'agit de la malédiction de la deuxième loi de la thermodynamique, l'augmentation de l'entropie. Tout dans l'univers avance inexorablement vers le désordre et le déclin. Pourtant, en 1890, un mathématicien utilisa une logique purement mathématique pour déduire une conclusion qui fit frissonner à la fois la physique et la philosophie. Tant que le temps est suffisamment long, ce verre brisé finira, grâce au caractère aléatoire du mouvement des atomes, par se reconstituer parfaitement. Tant que le temps est suffisamment long, tout le chaos de l'univers sera réinitialisé. Et toi aussi, composé d'innombrables atomes. Après une longue mort silencieuse, tu te recombineras et ouvriras de nouveau les yeux. C'est le célèbre théorème de récurrence de Poincaré. Pour comprendre ce théorème fou, il faut d'abord connaître cet homme, Henri Poincaré. Même si tu n'aimes pas les mathématiques, tu as forcément entendu parler du problème des trois corps ou de l'effet papillon. Oui, Poincaré est bien celui qui découvrit le premier la non-intégrabilité du système à trois corps, ouvrant ainsi la voie à la théorie du chaos. À la fin du VIe siècle, le monde de la physique baignait dans une atmosphère de désespoir. La théorie de la mort thermique proposée par Clausius planait comme un nuage sombre. Si l'univers est un système isolé, l'entropie augmentera sans cesse, jusqu'à l'épuisement de toute énergie. La température atteindra l'équilibre, et l'univers deviendra une mare immobile. Sans vie, sans changement. Cela ressemble à la fin du monde, non. Mais Poincaré ne voyait pas les choses ainsi. En tant que mathématicien, il ne s'intéressait pas aux descriptions macroscopiques de la chaleur. Ce qui l'intéressait, c'était le mécanisme microscopique le plus fondamental du système. En 1890, alors qu'il étudiait le problème des trois corps, il démontra au passage un théorème crucial pour les systèmes dynamiques. Il découvrit que tant qu'un système satisfait deux conditions apparemment simples. Premièrement, l'énergie du système est conservée, elle ne disparaît pas spontanément. Deuxièmement, le système est confiné dans un espace fini, sans expansion infinie. Alors les particules de ce système, quelle que soit la complexité de leur mouvement, reviendront inévitablement dans un état extrêmement proche de leur état initial. Note bien, j'ai dit inévitablement, pas éventuellement. C'est comme une expérience de billes d'acier folle. Elles sont secouées et se déplacent chaotiquement dans tous les sens. Mais tant que la boîte limite l'espace, et que l'énergie reste constante, après d'innombrables collisions aléatoires, elles finiront miraculeusement par toutes revenir dans un coin, reproduisant parfaitement leur configuration de départ. Pour démontrer cela, nous devons introduire un concept un peu plus technique, appelé l'espace des phases. Imagine que, pour décrire ton état actuel, il faille connaître la position et la vitesse de chaque atome de ton corps. C'est une quantité de données astronomiques. Mais pour un mathématicien, on peut compresser ces milliards de nombres en un seul point dans un espace de très grande dimension. Au fil du temps, lorsque les atomes de ton corps bougent, ce point trace une ligne dans cet espace de grande dimension. On appelle cela une trajectoire de phase. Poincaré utilisa également le théorème d'un autre grand physicien, Liouville. En termes simples, le théorème de Liouville nous dit que le point représentant l'état du système se déplace dans l'espace des phases comme un fluide incompressible. Si ce n'est pas clair, ce n'est pas grave. Changeons de métaphore. Supposons que l'espace des phases soit une pièce de taille finie, parce que l'énergie de l'univers est finie et son volume limité, et que le point représentant l'état du système soit une mouche, qui vole sans cesse dans cette pièce. La trajectoire de cette mouche ne peut ni s'arrêter ni se superposer. Alors la question est simple. Si le temps est infini, et que la pièce est de taille limitée, que va-t-il se passer? La mouche ne peut pas continuer à explorer de nouveaux endroits indéfiniment, car tous les endroits finiront par être visités. Elle devra donc revenir près des lieux qu'elle a déjà survolés. Elle passera une infinité de fois près de son point de départ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à l'échelle macroscopique, ce système, notre univers, ou même ce laboratoire fermé, doit revenir à un état passé. Cette découverte de Poincaré fut comme une gifle retentissante infligée au grand maître de la thermodynamique de l'époque, Ludwig Boltzmann. Boltzmann passa sa vie à défendre l'atomisme et la loi de l'augmentation de l'entropie. Il pensait que le monde était composé de particules microscopiques, et qu'avec le temps, ces particules ne feraient que devenir de plus en plus désordonnées, qu'un miroir brisé ne pourrait jamais se reformer. À ce moment-là, un jeune mathématicien nommé Zermelo se leva avec le théorème de récurrence de Poincaré, et pointa Boltzmann du doigt en disant « Si le monde est un système mécanique composé d'atomes, alors, selon Poincaré, le monde finira forcément par revenir à l'ordre. L'entropie finira par diminuer. Donc soit ta loi de l'entropie est fausse, soit l'atomisme est faux. » Cela plongea Boltzmann dans un profond doute et une immense souffrance, laissant une tragédie dans l'histoire des sciences. Mais la physique moderne nous dit aujourd'hui qu'aucun des deux n'avait complètement tort.
La vérité est que l'augmentation de l'entropie n'est pas absolument irréversible. C'est simplement un événement d'une probabilité écrasante à l'échelle macroscopique. C'est comme acheter un billet de loterie. L'entropie te dit que tu perdras presque à coup sûr. Mais Poincaré te dit que, si tu joues suffisamment longtemps, pendant 100 000 milliards de milliards d'années, tu gagneras forcément une fois le gros lot. Pour l'univers, ce gros lot, c'est que tout le chaos redevienne soudainement ordonné. Que toutes les molécules d'air se regroupent dans un coin de la pièce. Que les fragments du verre brisé se rapprochent sous les vibrations. Que la vie disparue, la matière organique décomposée, se recombine, au gré des collisions atomiques aléatoires, pour redevenir ce corps vivant et vibrant. Cela ne viole aucune loi de la physique. C'est simplement une probabilité si faible qu'elle en devient absurde. Mais face à un temps infini, une probabilité minuscule devient une certitude. En entendant cela, tu pourrais te dire, alors je n'ai plus à craindre le départ, puisque je reviendrai. Pas si vite. Les 120 000 milliards d'années mentionnées au début ne sont en réalité qu'un petit jalon de l'évolution cosmique. Les astronomes prédisent depuis longtemps qu'après 120 000 milliards d'années, toutes les étoiles de l'univers s'éteindront. Aucune nouvelle étoile ne naîtra plus. Même des atomes complexes comme le carbone et l'oxygène se désintégreront. Toute forme de vie aura disparu depuis longtemps. Mais cela reste encore des milliards et des milliards de durées de vie de l'univers. Loin du véritable temps de récurrence de Poincaré. Notre univers n'a que 13,8 milliards d'années. À l'échelle cosmique, 120 000 milliards d'années ne sont qu'un instant. Et le temps de récurrence est des milliards de fois plus long que cet instant. Alors, quelle est réellement la durée de ce cycle? Elle porte un nom, le temps de récurrence de Poincaré. Pour un système composé de quelques atomes, la récurrence peut ne prendre que quelques secondes. Mais pour seulement 1 cm3 de gaz, le temps nécessaire pour revenir exactement à l'état initial est déjà un nombre astronomique. Et pour l'univers observable tout entier, un physicien nommé Dompage a estimé ce nombre. Le temps nécessaire pour une récurrence de Poincaré de l'univers est d'environ 10 puissance 10, puis encore puissance 10, puis encore puissance 10, et finalement puissance 2,08 années. Qu'est-ce que cela signifie? Si tu écrivais ce nombre, même si chaque zéro n'occupait que la taille d'un proton, l'univers entier ne suffirait pas à contenir la longueur de ce nombre. À cette échelle de temps, l'âge actuel de l'univers, 13,8 milliards d'années, ne représente même pas un clignement d'œil. Il est si court qu'il semble inexistant. Ainsi, dans tout avenir compréhensible pour l'humanité, l'entropie restera dominante, nous continuerons de vieillir, les étoiles continueront de s'éteindre. Le miracle de la récurrence se cache à une distance plus lointaine que l'éternité elle-même. Mais voici une question philosophique encore plus vertigineuse. Si la récurrence de Poincaré est réelle, alors, dans un fleuve de temps infini, la matière se combinera aléatoirement sous toutes les formes possibles. La plupart du temps, l'univers est un vide chaotique. Mais lors de rares fluctuations, les atomes peuvent, par hasard, s'assembler pour former un cerveau. Ce cerveau possède exactement la même structure que le tien, exactement les mêmes souvenirs que toi. Il se souvient de ton enfance, de ton dîner de tout à l'heure, et se souvient même de toi en train de regarder cette vidéo. C'est le célèbre cerveau de Boltzmann. À l'échelle de la récurrence de Poincaré, la probabilité de voir apparaître un cerveau isolé est bien plus grande que celle de voir apparaître tout un univers ordonné. Alors, qui es-tu réellement? Un être humain vivant réellement au XXI siècle? Ou bien ce cerveau de Boltzmann, flottant par hasard dans le vide, des milliards et des milliards d'années plus tard, avec de faux souvenirs? Cela ressemble à une folie. Mais logiquement, tu ne peux pas le réfuter. Et plus effrayant encore, il y a le problème de l'identité. Supposons qu'après d'innombrables milliards d'années de silence, les atomes se recombinent enfin pour redevenir toi. Ce nouveau toi possède tous tes gènes, tous tes souvenirs, toutes tes émotions. Alors, est-ce encore toi? D'un point de vue matérialiste. Oui, la structure matérielle détermine la conscience. Même structure, même conscience. Mais pour ce toi ressuscité, il ne se dira pas « Ah, je suis revenu », car sa mémoire se connecte exactement à l'instant, juste avant la disparition de ta conscience. Pour lui, le temps n'a fait qu'un simple saut d'image. La mort n'existe pas du point de vue de l'expérience subjective. Tu fermes les yeux, l'univers traverse d'innombrables naissances et extinctions. Tu rouvres les yeux, comme si un instant seulement s'était écoulé. Cela nous rappelle le célèbre concept du philosophe Nietzsche, l'éternel retour. Nietzsche posait la question suivante. Si un jour un démon se glissait dans ton rêve, et te disait que la vie que tu vis maintenant, ainsi que toutes celles que tu as déjà vécues, se répéterait encore et encore. Dans ce processus, rien de nouveau n'apparaîtrait. Toutes les souffrances, toutes les joies, chaque pensée, chaque soupir, reviendraient dans un ordre absolument identique. Appellerais-tu ce démon un dieu et l'adorerais-tu? Ou t'effondrerais-tu dans le désespoir? Le théorème de récurrence de Poincaré semble offrir, du point de vue de la physique, une certaine possibilité à la prophétie de Nietzsche. Si l'univers est fermé, si le temps est infini, alors tout ce que tu vis en cet instant s'est déjà produit d'innombrables fois dans le passé, et se répétera d'innombrables fois dans le futur. Tu aimeras encore la même personne. Tu commettras encore les mêmes erreurs. Et,
Par une nuit profonde, tu tomberas encore sur cette vidéo. Est-ce une forme ultime de nihilisme? Ou une forme ultime d'immortalité? Mais à la fin de cette vidéo, je veux vous extraire de cette sensation étouffante de fatalisme. Car le théorème de récurrence de Poincaré repose sur une condition absolument essentielle. Le système doit être borné. Son volume ne doit pas s'étendre à l'infini. Or, les observations de l'astronomie moderne nous disent que notre univers est en expansion accélérée. L'énergie noire est en train de déchirer l'espace-temps. Si l'univers continue de s'étendre indéfiniment et devient infini, alors la probabilité de rencontre entre particules tendra vers zéro. Les atomes voleront à jamais, solitaires, vers l'abîme sombre, sans jamais se retrouver. Cette fin porte un nom, le grand gel ou la grande déchirure. Même si cela sonne tragiquement, au moins cela brise la prison éternelle et étouffante de Poincaré. Il est possible que nous n'ayons vraiment qu'une seule vie, qu'une seule représentation, unique et irremplaçable. Et c'est peut-être cela, la forme la plus scientifique du romantisme. Parce que la probabilité de recomposition atomique est infinitésimale dans un univers en expansion. Parce que le temps ne peut réellement pas revenir en arrière. Chaque respiration que tu ressens en cet instant, l'amour et la douleur dans ton cœur à cet instant, deviennent d'autant plus précieux. Ce n'est pas une copie dans une boucle infinie. C'est l'unique écho, une seule fois, dans tout le fleuve du temps. Alors, chéris cet instant, vis dans le présent, et cherche les réponses de l'univers aux frontières de la science. On se retrouve dans la prochaine vidéo.